soit le plus faible possible. Écoutez. Et je pense que le président de la République a raison de dire cela, mais je le dis depuis plusieurs semaines. Vous m'avez entendu vous dire il y a plusieurs semaines que moi je ne voulais pas me résoudre au fait que ce que tout le monde avait communément admis, le Front National était forcément qualifié pour ce second tour. Et maintenant, je vais pendant 15 jours continuer à me battre. D'abord pour expliquer ce que je porte, les valeurs, notre projet, le projet pour le pays que les Françaises et les Français ont mis en tête de ce premier tour. Pour aussi respecter toutes celles et ceux qui ne se sont pas exprimés en faveur de mon projet, mais qui, je le souhaite, pourront demain voter pour moi. Et enfin, pour combattre le projet que porte Madame Le Pen. Est déjà là. Voilà, merci Eugénie Bastier de nous avoir rejoints. Vous êtes journaliste au Figaro, vous avez publié Adieu Mademoiselle, la défaite des femmes. Bonsoir Arnaud Folch, vous êtes rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Bonsoir. Philippe Val, journaliste écrivain, caché cette identité que je ne saurais voir chez Grasset, c'est votre dernier livre. Maurice Safran, éditorialiste à Challenge. Merci à tous les quatre. Alors voilà, on a déjà une forme de débat à distance. François Hollande qui dit aujourd'hui rien n'est fait, la victoire contre l'extrême droite n'est pas acquise. Il faut se battre jusqu'au bout, il faut qu'elle soit le plus basse possible. Et Emmanuel Macron qui dit oui, je suis bien d'accord. D'ailleurs, je fais tout ce qu'il faut. J'ai jamais considéré que quoi que ce soit était gagné. Mais tous ceux qui disent ça aujourd'hui, ils auraient dû le faire avant. Ils auraient dû s'en occuper avant et ne pas arriver à ce résultat. Au passage, il égratigne les médias qui l'ont beaucoup agacé par leurs critiques sur la soirée du dimanche. Le discours et la fête, le dîner d'après premier tour avec ses collaborateurs et quelques invités. Eugénie Bastier. Oui, non, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une déception généralisée, qu'on ne se retrouve pas comme en 2002, qu'il n'y a pas une sidération et finalement une surprise. Mais bon, il faut dire que ce second tour, en tout cas la présence de Marine Le Pen au second tour était quand même annoncée depuis 2 ans. Donc évidemment qu'on ne peut pas s'attendre à une sidération équivalente. Et je trouve d'ailleurs que le procès sur la rotonde était un mauvais procès fait à Emmanuel Macron. Il a le droit de se réunir. Après, évidemment, il y avait une sorte de légèreté qui pouvait paraître choquante parce qu'elle était une victoire prématurée, notamment les V sur le balcon étaient un peu prématurées. Après, ceux qui essaient de faire croire se donner un petit frisson d'antifascisme en essayant de faire croire que Marine Le Pen peut gagner, c'est vraiment de l'hypocrisie pure parce qu'on sait très bien qu'elle ne gagnera pas. Elle n'a jamais gagné, même au cantonal, elle n'est jamais passée. Elle ne gagnera pas, Arnaud Folch ? Écoutez, alors moi je serais quand même beaucoup plus prudent parce que effectivement, sans même revenir à Trump, au Brexit, on fait un petit peu d'histoire quand même. L'élection de 95, on se souvient effectivement de la une du Monde. Pour les Français, l'élection était jouée pour Balladur, c'est Chirac qui l'a emporté. Puis plus récemment, quelque chose qui nous rejoint beaucoup plus à cette campagne, c'est le référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Philippe de Villiers m'avait raconté qu'en tout début de campagne, il avait déjeuné avec un journaliste célèbre, Christophe Barbier pour pas le nommer, qui lui avait dit le non, ne peut pas l'emporter. Ah bon, pourquoi ? Il ne peut pas l'emporter. Début de campagne, 60% dans les sondages pour le non, pour le oui, et résultat des courses, 55% Donc pour le oui. Donc vous pensez qu'elle peut gagner ? Je pense qu'elle peut gagner. Je pense que c'est ténu. Je pense qu'il y a peu de chance. Je pense qu'il faudra beaucoup d'éléments, et notamment les bourdes de Macron s'il continue sa campagne comme il a débuté sa campagne du second tour. Mais rien ne permet de dire que Marine Le Pen ne peut pas l'emporter. Les bourdes de Macron, moi je suis pas du tout convaincu de la campagne qu'il mène depuis hier. Les bourdes de Macron, ça fait 6 mois que les médias, tous les jours, détaillent les bourdes de Macron. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça lui a plutôt bien réussi jusqu'à présent. Ça, c'est le premier point. Et s'il continue les bourdes que nous dénonçons, alors il sera élu très brillamment dans 12 jours. Donc, méfiance sur les bourdes de Macron. Je suis d'accord avec ce que dit Eugénie. Il a très certainement gagné. C'est pas l'enjeu, il est ailleurs. L'enjeu, il est ailleurs. Il n'est pas dans le score aussi. L'enjeu, il est dans le score. Oui, le premier enjeu que personne n'a souligné, c'est une grande victoire contre le Front National. Absolument. C'est dimanche, parce que tout le monde était convaincu, moi le premier, il y a encore quelques semaines, qu'elle finirait en tête largement. Les sondages des dernières semaines l'a donné en deuxième. Oui, quand même, ça a changé depuis 15 jours, 3 semaines. Mais jusque-là, tout le monde, moi le premier, était persuadé qu'elle allait finir à 27, 28. Les pires horreurs, c'était 30, mais tout le monde était convaincu qu'elle finissait en tête. Donc Emmanuel Macron a relégué Marine Le Pen à la seconde place. C'est d'un point de vue démocratique très important. Maintenant, qu'il gagne à 42 ou à 32, c'est absolument pas pareil. C'est ça. Si elle fait 42% des voix, c'est un cataclysme. Et on rediscutera de la République, des valeurs républicaines, etc. Si elle est battue à 30, 35, on sera dans un autre cas de figure. Philippe Val. Si Le Pen avait fait un score finalement
assez bas face à Chirac à l'époque, 80-20, c'est parce qu'il y avait une vraie et Jean-Marie, donc le père, Jean-Marie Le Pen, une vraie grande dramatisation. Les gens ont senti le vent du boulet. Aujourd'hui, c'est dans la normalité. Il y a quelque chose qui est vraiment bizarre. Et pourtant, le Front National, contrairement à ce qu'on pense, n'a pas changé. Elle vient de démissionner. Elle vient de démissionner de la présidence. Elle a mis à la place un type qui s'appelle Jean-François Jalc, un vice-président, qui est quand même représentatif de la culture du Front National, qui en 91 commémorait la mort de Pétain à Saint-Nicolas du Chardonnay, qui en 95 dans une revue contestait l'utilisation du gaz dans les chambres à gaz dans la Shoah. C'est lui qui va remplacer Marine Le Pen pendant le temps de la campagne. Il faut pas oublier ça. Mais ce qui est bizarre quand même, c'est que les citoyens, alors on voit bien que on n'a pas l'habitude d'accabler les électeurs du Front National, on les respecte en général parce qu'on espère les faire passer de l'autre côté, on les flatte, mais quand même, ils devraient comprendre qu'ils ont un drôle de vote. Pour voter pour ces gens-là, c'est une faute. C'est une faute politique, démocratique. On voit bien depuis le 11 septembre à quel point les démocraties se fragilisent en ne voulant pas voir ce qui leur arrive. En ne voulant pas voir... En même temps, le score de Marine Le Pen, il est totalement démocratique, dans un cadre démocratique. C'est pas une faute de voter pour quelqu'un. C'est peut-être une erreur, mais ce n'est pas une faute. Vous ne pouvez pas dire que les électeurs de Marine LePen sont des coupables. Ils sont informés. Ils ont des télévisions en continu d'information. Ils ont des journaux qui sont bien foutus. Ils ont tout voilà, et si vous permettez un mot, c'est bien la preuve, effectivement, que ce type de discours, excusez-moi, mais ne fonctionne plus. Vous vous rendez compte que ça fait 30 ans que vous dites ça. 30 ans que vous dites aux électeurs français, ne votez plus pour le Front National, c'est le mal absolu. Résultat des courses, non, mais je termine une seconde. Résultat des courses, ils font 20% des voix. Résultat des courses dans le sondage de deuxième tour, sans le moindre ralliement. Sans le moindre ralliement, elle passe de 20 à, grosso modo, 40%. Elle double son score en 2 jours, sans le moindre ralliement, et avec des commentaires... Des commentaires je voulais dire. Voilà, il y a 40 Français, et avec des commentaires comme le vôtre qui entourent cette élection. Mais ça ne marche plus. Comprenez bien à un moment donné que vous ne pouvez pas dire que le Front National n'a pas changé. Ce n'est pas vrai. Écoutez les discours. Mais vous parlez du Front National d'il y a 30 ou 40 ans. Je ne suis pas là pour défendre le Front National, je suis là pour défendre ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Écoutez, mais c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Oui, c'est intéressant. Prenons un point qui est très intéressant. Depuis la semaine dernière, des intellectuels, des responsables politiques de la droite identitaire, entre guillemets, qui souvent sont à la droite du Front National, se sont pris d'une passion brutale pour Jean-Luc Mélenchon, absolument extraordinaire. On entend chez des éditorialistes du Figaro qui, sur ces plateaux, tiennent des propos marxistes-léninistes. Ils ont découvert le nouveau dieu, Jean-Luc Mélenchon. C'est curieux, tout d'un coup, cette alliance entre la droite extrême, des souverainistes, des identitaires et Jean-Luc Mélenchon. Je vais vous interrompre parce qu'on va s'interrompre et on va se retrouver. On aura encore 15 minutes ensemble, tranquille, on a de quoi parler. Et ensuite, on recevra Raquel Garrido, qui est très proche de Jean-Luc Mélenchon. Elle pourra vous répondre aussi. Absolument. Restez avec nous. On se retrouve donc Eugénie Bastier, journaliste au Figaro, Arnaud Folch, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, Philippe Val, journaliste et écrivain, Maurice Safran, éditorialiste à Challenge. Je voudrais qu'on écoute Marine Le Pen, c'était ce matin à Rungis. Voilà, Marine Le Pen qui était ce matin à Rungis et qui dit pourquoi elle pense qu'elle peut gagner. C'était notre débat, on le poursuit en l'écoutant. Il n'y a pas d'arithmétique en politique, il y a des dynamiques. Voilà. Allez. M. Macron, il a bénéficié du brouillard entretenu lors du premier tour. Aujourd'hui, on est projet contre projet. Les Français vont découvrir quel est son projet. Et croyez-moi, il est d'une très grande brutalité. On recule. Et je pense qu'ils vont ouvrir les yeux. Voilà, donc c'était notre débat tout à l'heure, mais en même temps, elle n'a pas de réserve de voix, ou très peu de réserve de voix. Pourtant, vous êtes convaincu, Arnaud Folch, qu'elle peut gagner? Mais j'en suis convaincu parce qu'effectivement, encore une fois, la politique, rien n'est décidé à l'avance. On en parlait tout à l'heure pour d'autres élections. D'abord, moi, je pense que l'électorat filloniste votera bien plus qu'on ne le croit pour Marine Le Pen. Il suffit, pour ceux qui étaient présents dans le QG de François Fillon le 23 avril et qui étaient présents au moment où François Fillon a annoncé qu'il ralliait pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Il y avait une salle de plusieurs centaines de personnes. Il y a eu 3 applaudissements.
terrorisme. Il faut voir, et au Figaro, à Valeurs Actuelles, ailleurs, le nombre de textos, de coups de téléphone. Comment voulez-vous que ça passe comme une lettre à la poste, ce ralliement contre un homme contre lequel on s'est battu pendant tout le premier tour? J'ajoute que pour Fillon, circonstance aggravante, il accusait en plus, entre les lignes, Macron, mais en privé, ses lieutenants le disaient, d'être à l'origine du complot qu'il prétendait être à l'origine de son échec. Nouveau, ça. Donc, c'est Hollande et Macron, puisque effectivement, la théorie de François Fillon est qu'effectivement, Hollande et Macron, ça travaillait ensemble. Donc, si vous pensez que facilement ces gens-là vont voter pour Emmanuel Macron... Je suis persuadée comme vous qu'une grande partie des électeurs de François Fillon... Une grande partie, pour le moment, on est autour de 25 et 30%. Oui, entre un tiers et la moitié, je dirais. C'est déjà beaucoup. Même imaginons que vous savez que 99% mais la question qui est intéressante derrière, c'est la question de la déconnexion entre l'élite du Parti républicain et les électeurs, qui est quand même flagrante. C'est-à-dire que l'intégralité des ténors de la droite ont appelé à voter Emmanuel Macron, à part Éric Ciotti et Laurent Wauquiez, et Jean-Frédéric Poisson, ce qui ne fait pas non plus énormément de monde. Et c'est assez frappant de voir à quel point les ténors du parti sont déconnectés de la base, et à quel point d'ailleurs, en fait, finalement, le Parti républicain n'a plus finalement de raison d'être, puisque le libéral-conservatisme a été foudroyé dans cette campagne. On ne peut pas avoir un raisonnement systématique sur toutes les questions pareilles. C'est-à-dire, Emmanuel Macron, c'est les élites contre le peuple. Il n'y a pas de gens du peuple qui ont voté Macron. Le Parti républicain, c'est les élites contre le peuple de droite. Mais c'est pas vrai. Non, mais... Si vous vous étonnez à ce point-là, qui est si peu d'applaudissements, mais l'autre soir, non, mais c'était quelle droite qui était là? C'était quel parti d'électeurs? C'est le cœur du cœur des militants. Non, le cœur du cœur des militants fillonistes, tout à fait. Et quand Alain Juppé, aujourd'hui, on appelle à la droite humaniste, libérale et européenne, c'est tout autant d'électeurs, même ceux, c'est une partie des électeurs qui ont voté Fillon aussi. Cette vision d'une droite fermée, rétractée sur le conservatisme, c'est votre droite. Même Estrosi a dit qu'il avait douté au dernier moment qu'il allait voter Macron. Mais c'est pas la droite républicaine. C'est pas toute la droite. Alors, écoutons justement. La droite, monsieur Safran, c'est pas Estrosi avec lequel vous venez d'écrire un livre, évidemment. Évidemment. Christian Estrosi, quand même, c'était une des figures de la droite. Il a été élu. Ne représentant rien. Attendez, je vais écouter tout de suite, justement, Bruno Le Maire, qui était ce matin chez Jean-Jacques Bourdin, et la réponse de Georges Fenech. La droite était libérale, ça a changé. Je voterai pour Emmanuel Macron. Évidemment que je pourrais travailler avec le prochain président de la République, si c'est lui, sous réserve que les Français le décident. Si on continue à se jeter dans les bras de Macron comme on le fait, je pense que nous aurons toute crainte de disparaître, tout simplement. Tous nos collègues qui ont appelé le soir même la défaite à voter Macron, il va falloir qu'ils s'expliquent devant notre électorat comment le lendemain, ils diront on va voter contre Macron puisque je me présente contre lui. Alors pourquoi est-ce que les électeurs républicains iraient voter Macron, Philippe Val? Les électeurs républicains, une bonne partie vont aller voter Macron. Du parti Les Républicains, je veux dire. Du parti Les Républicains vont aller voter Macron, une bonne partie. La majorité, on dit 40% aujourd'hui déjà. Donc, non, il y a deux droites irréconciliables, pour paraphraser Valls, avec des électeurs flottants, mais irréconciliables. Les Républicains ont une histoire, le général de Gaulle, le retour de la démocratie après la guerre, et avec un parti qui a toujours été contre, violemment contre. Quand de Gaulle est arrivé au pouvoir, il y avait 60 députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale qui voulaient la peau, et d'ailleurs qui ont essayé de l'assassiner. Bon. Arrêtez l'origine analogique, parce que franchement, ça n'a rien à voir. C'est l'histoire de ce parti. Et ce parti est anti-extrême droite, même si c'est ne comparez pas le général de Gaulle à Macron. Il y a une question d'éthique politique, il y a une origine génétique dans le parti d'extrême droite qui rend impossible. Génétique, ce qui est d'extrême droite, c'est de renvoyer les gens à leur gène. La plupart des leaders, le soir du premier tour, ont dit on va voter Macron. Quand on perd une élection, on reporte ses voix sur ce qui est dans le spectre démocratique et qui n'a pas cette origine. C'est ce qu'ont fait beaucoup de leaders. Ils l'ont fait courageusement. Après, ça devient compliqué pour les électeurs, évidemment, de jauger combien vont suivre. Mais c'est normal qu'ils le fassent. Et même, je suis étonné de l'attitude de Guénaud, par exemple, qui est quelqu'un qui est plutôt honorable, mais qui veut pas voter Macron. C'est pas normal qu'il appelle Macron. Eugénie Bastier. Écoutez, vous voulez transformer ce second tour en plébiscite pour le libéralisme intégral. Il y a un moment, les gens ont le droit de ne pas choisir. Les gens ont le droit de dire je ne veux ni l'un ni l'autre. Je suis désolée, c'est mais la droite micro, si vous le permettez, micro remarque. On ne peut pas parler d'histoire à tout bout de champ. On reviendra aux déclarations du général de Gaulle quand il a créé le RPF, à ce qu'était le Parti communiste, dont le successeur Robert Rue soutient Emmanuel Macron. Et puis Paul Laurent, le patron appelle à voter Pierre Laurent. Voilà, stop. Ça suffit. Parlons d'aujourd'hui. Je veux dire simplement je vais dire du bien d'Emmanuel Macron. Il est plus intelligent que vous. Parce
parce qu'il a compris que ces ralliements massifs, que ces discussions mais d'arrière-garde terminées, qu'effectivement les soutiens de Raffarin, de Juppé, de Robert Hue et de François Hollande ne pouvaient pas lui faire le plus grand bien. Et au contraire, donc, il est très embêté avec ça. Vous trouvez ça formidable. Mais c'est pas vous. Il est vrai d'être formidable. Les noms que vous citez, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, Dominique Bussereau, etc. Je comprends que c'est une droite dont vous ne faites pas partie. C'est légitime. Mais ils sont aussi la droite. Ils sont aussi une composante importante de la droite. Eugénie Bastier, la droite, c'est la droite des battus, en tout cas. La droite des battus. Elle n'est pas qu'anti-libérale. D'accord, bien sûr. Que je sache, Le Figaro, dans lequel vous écrivez, et c'est parfaitement respectable, Le Figaro est un journal authentiquement libéral, en économie notamment. Et ces gens-là sont des gens de droite, tout autant que vous. Mais bien sûr, mais il y a une différence. Non, mais il y a une différence entre dire il y a plusieurs droites et dire que l'intégralité de la droite. J'ai dit qu'il y a plusieurs droites. C'est tout ce que j'ai dit. Henri Guénaud, par exemple, n'est pas de cette tradition libérale. Il n'en a jamais été. Oui. Il a le droit de dire je refuse de choisir entre. Il a parfaitement le droit. On a le droit de contester son analyse. Vous faites un procès entre anti-républicanisme. Parce qu'il y a des partis qui sont d'origine démocratique, qui ont travaillé au rétablissement de la démocratie et qui sont des partis historiquement démocrates, et des partis qui ne le sont pas. Si le FN n'est pas démocratique, il faut l'interdire. Et on voit bien que comme il y a deux gauches irréconciliables pour des raisons historiques d'adhésion à la démocratie et une droite qui a le même. Mais vous vous rendez compte qu'on est à un deuxième tour de présidentiel et que vous nous parlez de 1930, 1940. Mais écoutez, les Français, ils ont envie de savoir. Justement, ne les privez pas, s'il vous plaît, ne privez pas les Français du débat de second tour. N'allez pas leur parler de l'histoire de France. Parlez-leur aujourd'hui de leur histoire demain, de leur avenir. Programme contre programme. Parlez-nous des propositions de Marine Le Pen qui vous gênent, des propositions de Fillon ou de Macron que vous trouvez formidables. Mais cessez ce débat facile qui lasse les Français. Est-ce qu'aujourd'hui, Laurent Wauquiez, sur une ligne identitaro-conservatrice, et Alain Juppé avec ce qu'il a dit, est-ce qu'ils peuvent encore vivre dans le même parti? Comme aujourd'hui, la question se pose à gauche, est-ce que Hamon et Valls peuvent vivre dans le même parti? La droite républicaine, et je considère que la droite républicaine, c'est d'une importance fondamentale pour la démocratie, est-ce que ces gens-là peuvent encore vivre ensemble dans le même parti? Cette question se pose aujourd'hui. Comme à gauche, la question se pose pas. La réponse, elle viendra après les législatives, parce que la réponse, elle est peut-être avant. La première étape, effectivement, de cette décomposition et de cette expression du clivage aussi violente, elle vient de l'élection du premier tour. Et ensuite, avant peut-être, mais bon, peut-être aux législatives quand même, c'est là qu'on verra si les partis aujourd'hui se fracturent. Absolument. Mais le fond de la question, à droite comme à gauche, c'est la même question. C'est la construction européenne. C'est là-dessus que se fait la fracture. Parce que l'Europe est une grande démocratie qui a besoin de se construire pour résister à la violence du monde. Et il y a des gens qui sont contre cette construction européenne, des gens qui sont pour la vraie. Oui, mais ça vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur l'Europe. C'est de la politique. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur l'Europe, sauf que c'est une démocratie. C'est pas une démocratie. Il y a pas de. L'Europe est une grande zone démocratique. Et c'est la seule du monde. Mais qui n'a pas de représentant unique. Il n'y a pas de peuple européen qui vote pour un représentant unique. Vous croyez qu'il n'y a pas de peuple européen? Vous avez lu la littérature, la peinture, la musique. Tout ça, c'est européen. Mozart. Vous pensez différemment de Macron? Vous considérez qu'il n'y a pas d'art occidental? C'est une civilisation européenne qui a vocation à vivre en paix et à prospérer. Donc, reconnaissez que les commissaires européens ne sont pas l'incarnation de la démocratie. Non, mais là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà lu un livre écrit en européen? Moi, je voudrais revenir. Il n'y a pas que la langue dans la culture. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dites-vous, avant les législatives, il peut y avoir cette fracture? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au sein des Républicains, est-ce que pour des raisons tactiques et électorales parfaitement respectables, parce que les élections législatives, c'est très important dans la démocratie, est-ce que pour des raisons tactiques et électorales, la ligne incarnée par Laurent Wauquiez peut s'entendre avec la ligne incarnée par François Baroin, qui 10 minutes après les résultats du second tour, du premier tour, a indiqué qu'il votait Macron. Et Nicolas Sarkozy aussi le fera dans les jours qui viennent. L'histoire de François Baroin, qui est une partie de l'histoire de la droite, ce que disait Philippe, une partie fondamentale, la franc-maçonnerie, la résistance, le gaullisme, etc. C'est deux lignes antinomiques. Est-ce qu'elles peuvent s'entendre jusqu'au bout? Je crois qu'ils vont s'entendre, mais d'un point de vue strictement tactique. Bien sûr. Réponse
pensez. C'est vrai qu'il y a une vraie fracture idéologique, vous avez totalement raison, et qu'En Marche attire en effet toutes les parties les plus libérales des deux camps. Il a aspiré toute la partie libérale du PS et il va aspirer toute la partie et En Marche va aspirer toute la partie libérale. Est-ce que Bruno Le Maire est un ultralibéral? Je ne crois pas. Et ce qu'il a dit ce matin laisse entendre qu'il peut gouverner avec Emmanuel Macron. Écoutez, ça va casser la droite sérieusement. Le projet d'Emmanuel Macron. Juste un tout petit point là pour le coup d'histoire, c'est qu'effectivement on pourrait parfaitement revenir à ce qu'était le RPR et l'UDF autrefois. Après tout, ils travaillaient ensemble. Il y avait un UDF qui était plus libéral, mais qui a effectivement siphonné les idées. Le RPR est devenu libéral et européen. C'est la victoire de Giscard. Oui, sauf que chez Macron, la victoire de Chirac dans les urnes, la victoire idéologique de Giscard. Mais il y a toujours eu de droite jusqu'à présent. Il y a toujours eu de gauche. Mais l'UMP a peut-être effectivement est morte ce soir, ce 23 avril. C'est possible. Et au Parti Socialiste, c'est de la même façon, l'explosion annoncée, intégrée? Elle est dans les chiffres déjà, bien sûr. Et une fois de plus, c'est la question européenne. Et c'est la question européenne qui fait un clivage irréconciliable. Il y a des hommes politiques et des femmes politiques qui sont absolument convaincus à gauche qu'il faut construire l'Europe parce que la paix en dépend et la prospérité de ce continent et sa sécurité. Et d'autres qui pensent qu'on va faire un village gaulois comme Marine Le Pen. C'est caricatural. Vous êtes aussi caricatural que les gens vous dénoncez. Dire village la gaulois, vérité. Les ouverts contre les fermés, le repli contre l'ouverture, le village gaulois contre la grande démocratie. C'est le discours de Marine Le Pen et le débat qu'elle veut instaurer. Non, c'est aussi le discours de ceux qui veulent revenir au débat, de dire que ceux qui sont critiques vis-à-vis de l'Union européenne sont dans le repli et dans le village gaulois. 80% des Français sont pour le retour des frontières. Vouloir des frontières, ce n'est pas être dans le repli et d'être dans le village gaulois. Revenir à la question de route, elle criait chez les socialistes en réalité. Aujourd'hui, et ils vont avoir beaucoup de mal à s'en sortir, la réalité c'est qu'Emmanuel Macron et Mélenchon les ont mis à mort.